Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le nouvel épisode de Un chapitre de plus. Nous continuons la lecture de Miserere, reprise au chapitre 14. Dans les chapitres précédents, nous avons découvert que un flic était sorti de sa désintox pour suivre l'enquête de son propre côté. L'enquête, qui je le rappelle, est un meurtre d'un réfugié politique chilien en France dans les années 2008. C'est parti. L'enquêteur officiel, Eric Vernou, ne posait pas de problème. C'était l'autre, l'Arménien, qui allait lui casser les couilles. Après avoir visité la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Volokin avait appelé les familles des 6 gosses chaussés de Converse. Il s'était fait avoir. Les enfants avaient déjà été interrogés par le commandant Lionel Kasdan. Volo n'allait pas insister. Le révérend père Sarkis avait déjà évoqué Kasdan, membre actif de la paroisse, officier de police retraité, sur place au moment de la découverte du corps. À midi, Volokin s'était rendu à l'ambassade du Chili et s'était cette fois pris les pieds dans le sillage de l'autre flic, Vernou, déjà passé aux 2 avenue de la Motte de Piquet. Encore une fois, on ne comprenait pas pourquoi un deuxième policier posait les mêmes questions. Trop de flics pour un seul cadavre. Volo avait fait le point. Faute d'avancer sur le mort, il allait avancer sur les vivants. Ses rivaux. Un coup de fil avait suffi pour cadrer Vernou. 35 ans, capitaine à la première DPJ depuis 3 ans. Bien noté par sa hiérarchie, assez efficace pour avoir convaincu le proc de garder l'enquête. Un Gugus consciencieux qui allait consacrer sa semaine de flagrance à débusquer le tueur. Ce gars, là, ne le gênerait pas. Pour une raison simple. Il suivait la piste politique, et Volo savait que le meurtre n'avait rien à voir avec le passé chilien de la victime. Le problème, c'était l'autre. Il avait pris des renseignements sur le retraité arménien, Lionel Kasdan, 63 ans. Des états de service longs comme le bras. Volo connaissait vaguement son nom. L'Arménien était un ancien de la BRI, celle de la grande époque, une brigade par broussard. Il avait aussi effectué un passage au raid, puis avait fini sa carrière à la crime. Un apothéose, bossant sur des affaires célèbres, dont celle de Guy Georges. Concernant les faits d'armes, Volo n'avait entendu que des histoires exagérées. Il ne pouvait s'y fier, mais Kasdan apparaissait comme un flic du pavé, tenace, violent, possédant au sens très sûr des hommes et du crime. Un mec de terrain, pas un mec de pouvoir, qui avait fini commandant presque malgré lui, à force de citations et de résultats. Plusieurs fois, Kasdan avait bravé le feu. On parlait aussi, à la crime, des taux d'élucidation records, mais pas mieux que ses propres résultats à lui. On évoquait également son flair, sa ténacité, son héroïsme et sa camaraderie. Des valeurs de flic à l'ancienne, facho sur les bords, brave con au milieu. À l'époque où il entendait ses comptes, lui bossait au stup, entre seringues et menottes, obsédé par sa dose et l'élaboration de ses filières. Lionel Kasdan avançait au son de la Marseillaise, lui carburait aux paroles de Neil Young. I've seen the nail and the damage done, a little part of it is everyone, but every junkie's like a sailing in sun. J'ai déjà vu des aiguilles et les dommages qu'elles ont fait. Une petite part dans chacun de nous, mais tous les junkies, comme tous les junkies s'assisent au soleil, pas sûr de comprendre la dernière. Volo voulait des détails, des dates, des faits. Dans l'après-midi, il avait rejoint les archives de la BP, où le dossier de chaque flic était consigné. Les dates étaient là, noir sur blanc, et les faits ne démangeaient pas la légende. 44, naissance à Lille, avec passeport iranien. 59, pensionnat et bourse à Arras.
obtient la nationalité française grâce à l'obstination de ses parents, tanneurs dans le 3e arrondissement de Paris. 62. Service militaire. Appelé au Cameroun, où se déroule ce que vous l'ignorez, une opération de maintien de l'ordre, comme en Algérie. 64. Retour en France. Trou noir jusqu'en 66, Casdan passe le concours administratif de gardien de paix. Devient le matricule RX 45 63 21. Intègre la 2e BT, brigade territoriale, dans le 18e arrondissement. Habitué à la guerre, l'homme doit sacrément se faire chier à patrouiller dans la rue. Mais à ce moment, c'est la guerre qui le rejoint dans la rue. Mai 68. Durant les événements, Casdan quitte l'uniforme et se noie dans la masse pour participer à la grande bataille. À ce point de l'histoire, Volo installa derrière un petit bureau au fond des archives de la PP, avait joué du téléphone, afin d'étoffer l'effet du dossier. Il connaissait assez d'anciens pour nourrir ses éléments bruts d'anecdotes circonstanciées. C'est face aux brigades que l'Arménien rencontre Robert Broussard. Alors que toutes les forces de police sont réquisitionnées contre le racaille gauchiste, Broussard sait reconnaître un flic quand il en voit un. Il repère le colosse arménien qui n'a pas froid aux yeux. 3 ans plus tard, quand Broussard intègre la BRI et se souvient de l'ancien flic soldat en 72, Casdan, qu'on surnomme aussi Doudouk, du nom de l'instrument arménien, rejoint l'anti-gang. Ce sont les années Giscard, les années du grand banditisme. Mesrine, les frères Zemmour, François Besse, attaque à main armée en série, prise d'otages. Doudouk est sur tous les coups. Manurin au point. Chaque année, le dossier du flic comporte une note, allouée par son supérieur direct. Cette note, de 1 à 7, joue un rôle clé pour son avancement. À chaque Noël, Casdan se prenait un 7 sur 7. Volokin sentait naître en lui une admiration pour le vieil arménien, mais aussi une sourde hésitation contre ce petit soldat de la République. Lui, qui plafonnait toujours à 4, traînant sa réputation de soufre, alors qu'il devait être 10 fois plus génial que Doudouk. Volokin avait aussi déniché sur le dossier la photocopie d'un passage des mémoires de Broussard. Le commissaire avait écrit « Lionel Casdan était un des hommes les plus durs de la brigade, un homme de points et d'idées. Ces points, il les réservait pour les truands, ces idées, il les gardait pour lui. J'ai toujours soupçonné que l'Arménien était un intellectuel, un vrai, mais il n'a jamais assommé quiconque avec ce discours, silencieux, précis, solitaire. Il savait faire de l'équipe et était toujours d'une loyauté sans faille. » Cette année, de saute dessus, durant lesquelles Casdan avait tout connu. La blessure. En 1974, à Brest, un cadre licencié prend en otage 8 membres de la société où il travaille. L'anti-gang intervient le soir même. Casdan s'approche jusqu'aux portes de l'entreprise. À ce moment, un journaliste allume un projecteur. Le forcené aperçoit le reflet de Casdan dans la porte vitrée. Surpris, il tire. Une gerbe de 54 plombs touche l'Arménien à la poitrine et au cou. Il est miraculeusement sauvé par le chirurgien du CHU de Brest. 3 mois de convalescence, avec, en prime, une lettre de félicitations du ministre de l'Intérieur et une citation à l'ordre du mérite, qu'on reçoit plutôt d'habitude à titre posthume. La bavure, 77. Un malfrat marseillais est interpellé à Paris, dans le 8e arrondissement, après une poursuite musclée, jusqu'à l'impasse Robert-Estienne. Quelques heures plus tard, dans les bureaux du 36, l'homme meurt après avoir été interrogé par Casdan. Ce dernier prononce, comme seule défense, regardant ses mains ouvertes, « J'ai rien vu venir ». L'autopsie, elle, conclut à une commotion cérébrale provoquée par un choc. Ce choc a eu-il lieu durant la poursuite ou pendant l'interrogatoire ? Réponse impossible à établir. Non-lieu pour Casdan. 79. Pendant 3 années, le Doudouk disparaissait. Volokin est incapable de trouver le moindre document sur cette période. L'Arménien réapparaît en 82, les années Mitterrand, surnommées aussi les années Zonzon, à cause des écoutes illégales ordonnées par le président lui-même. Casdan est impliqué dans l'affaire. Christian Proutot, fondateur du JIGN, vient de monter sa cellule antiterroriste. Il propose à Casdan de le rejoindre. Ils se sont connus sur les stands de tir. L'Arménien intègre la cellule qui devient rapidement un bureau de coordination, c'est-à-dire d'espionnage interne, sans doute. Casdan participait à ces missions d'écoute illégale, visant des rivaux politiques, des personnalités, des journalistes. Il témoigna alors du procès de Christian Proutot en 1998, mais en sortira indemne.
84. Nouvelle disparition. 86. Pierre Jox, alors ministre de l'Intérieur, crée le RAID, Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion. Une sorte de JGN pour les flics. C'est Broussard, encore une fois, qui supervise le groupe. De nouveau, il se souvient du capitaine Kazdan, l'Arménien, à près de 40 ans, une femme et un fils de 5 ans. Il a passé l'âge de jouer au cow-boy, il devient formateur des tireurs d'élite. Kazdan est un spécialiste des pistolets semi-automatiques. Il serait l'artisan de la généralisation de ces modèles au sein de forces de police. Les années passent, à Biver, où le gars du raid s'entraîne. 91, Kazdan remplit sur le terrain. Il intègre la brigade criminelle. Jusqu'alors, Doudouk n'a jamais été un peu enquêteur. Homme d'action, barbouze, instructeur, il ne s'est jamais colté avec la recherche d'indices, à la paperasse, les procédures, les analyses scientifiques. À 47 ans, Kazdan devint un investigateur prodigieux, un expert capable de repérer des indices, de décortiquer des faits, de recoller les pièces et retrouver les suspects. Sur cette période, Volokin avait pu discuter avec un collègue de Kazdan. L'Arménien s'était relevé dans sa peau de limier, un homme qui avait toujours les oreilles qui traînaient, un sens du détail qui confinait à l'hypermémoire. Un mec qui avait la capacité de lire sur les lèvres, de mémoriser les visages aperçus une seule fois, et surtout, un flic qui possédait l'art de sonder les esprits, les motivations et les mensonges. Volokin devinait qu'à cet âge, Kazdan possédait une grande expérience du mal et de la violence, et qu'il avait réussi à la renverser, la canaliser dans la traque des assassins. Il était devenu un artisan de la patience, prenant le temps qu'il fallait jusqu'à identifier le coupable. 95. Kazdan devint commandant à 51 ans et part à la retraite à 57, l'âge réglementaire. Depuis ce jour, plus personne à la PJ n'avait entendu parler de lui. Il n'était jamais revenu traîner ses pompes dans les bureaux du 36. Il n'avait jamais cassé les burnes à quiconque avec une nostalgie de mauvaise aloi. Kazdan avait tourné la page pour de bon. 16 heures. Volokin quitta les archives, saluant les fonctionnaires avec la gueule pénétrée d'un gars en pleine enquête. Les informations bourdinaient dans sa tête. Kazdan, 40 années de bons et loyaux services, sans peur et sans reproche. Un Condé, un vrai. Pas une de ces tapettes qu'on croisait dans les romans policiers, qui jouaient du violon le week-end ou se passionnaient pour la philosophie. Regagnant sa bagnole, le Volo fut saisi par une idée. Derrière ce profil, Volokin sentait quelque chose d'autre, une faille qu'il n'avait pas nommée, mais que son intuition avait repérée. Il prit la décision d'un cybercafé, s'installa dans le box le plus au fond. Objectif, trouver des traces de Kazdan sur la toile. Coupure de presse, participation à des associations arméniennes, discours de mariage, n'importe quoi, pourvu que ce soit d'ordre privé. Quelques clics plus tard, Volokin ne croyait pas ses yeux. Il avait découvert une source inespérée. L'autobiographie du flic arménien, signée de sa propre main. Non pas un ouvrage édité, ni même un texte chronologique structuré, mais une série d'articles parus dans un magazine mensuel de la communauté arménienne. Ararat, lié à l'association UGA, Union Générale Arménienne, implantée à Alfortville. Depuis plusieurs années, Kazdan rédigeait un article mensuel sur un thème donné, passant toujours d'une anecdote personnelle pour rejoindre son thème favori, son Arménie bien-aimée. Cette chronique abordait toutes sortes de sujets. Problèmes des passeports des Arméniens, monastère de Saint-Lanzaro, situé sur une île au large de Venise, les romans de William Saroy, la carrière d'Henri Verneuil, réalisateur français, de son vrai nom, Achad Malakian. Kazdan avait même rédigé un texte sur un groupe de néo-metal arménien, System of a Down, dont les membres étaient tous d'origine arménienne. Ce détail étonna Volokin. Il écoutait depuis des années ce groupe de Los Angeles et imaginait mal Papier écouter Chop Suey ou Attack, tube lacérant de hurlements et de guitares saturées. Au fil de sa lecture, son étonnement ne cessait de se renforcer. L'Arménien se montrait raffiné, nuancé, complexe. Un intellectuel, avait dit Broussard. En tout cas, on était loin du flic brutal, borné, qui n'avait rien vu venir, qu'un suspect lui avait claqué entre les doigts. L'article sur Saint Lazaro Arménie était particulièrement touchante.
Après son retour du Cameroun en 64, Kazdan s'est exilé sur cette île. Habité exclusivement par des moines arméniens, là, il avait plongé dans cette culture et amélioré sa connaissance de la langue. Les mots de Kazdan, sa façon de les décrire, sa solitude, son apaisement, avaient réveillé des souvenirs chez Volokhin qui avait conçu lui aussi des moments de retraite, ces périodes de décrochage. Lui aussi avait savouré cette paix et un plus agité quand il s'était écarté, ou on avait tenté de l'écarter, du chaos de son existence marquée par la violence et la drogue. Un autre article était frappant, sur un peintre, Armand Thateos Manoukian, un Américain d'origine turque qui s'était passionné pour Hawaï et s'était installé à Honolulu dans les années 30, une sorte de goguine aux toiles peintes de couleurs qui s'était donné la mort par empoisonnement à 27 ans, foudroyé par une dépression. Le texte de Kazdan était bouleversant. L'Arménien décrivait les deux visages de l'artiste, les lignes pures et les aplats colorés des toiles, les ténèbres de son cerveau. Volo n'était pas dupe. Kazdan parlait de la dépression de l'intérieur. Le flic avait connu des troubles psychiatriques. Le dernier portrait, marquant, était celui d'El Malakian, alias Henri Villeneuve. Le réalisateur français avait tout pour séduire le flic. D'abord, il était un immigré comme Kazdan, et son œuvre exprimait souvent, en filigrane, ce sentiment d'exil. Par ailleurs, Verneuil était l'homme du cinéma d'action des années 60, celui de Jean-Paul Belmondo et d'Alain Delon. Volokhin présentait que Kazdan s'était toujours identifié à ce genre de flic. Après tout, il était une sorte de Belmondo réel, le héros de Peur sur la ville. Plus profondément encore, Volokhin devenait l'amour de Kazdan pour le cinéma en noir et blanc. Cette esthétique de contraste, d'ombre, portée, du visage traité comme des paysages. Oui, Kazdan voyait la vie en blanc et noir. Il se considérait lui-même comme un héros de polar, aux valeurs dépassées, à l'accent entraînant, Jean Gabin, dans Mélodie en sous-sol. Volokhin quitta le cybercafé à 18h. L'heure de la soupe allait bientôt sonner au foyer. Il plongea dans le RER, tout à ses pensées. Il tenait une synthèse sur Kazdan, 63 ans, 1m88, 110 kg, un as du flag, un baroudeur, un instrumenteur, un limier, mais aussi un Arménien, un exilé mélancolique, se pointant à l'église chaque dimanche, imitant Charles Aznavour dans les mariages. Il tenait ce détail d'un autre flic arménien qui avait eu au bout du fil, nourrissant sa propre personnalité de sa communauté. Un être tourmenté, peut-être dépressif, abritant en lui-même un tas de valeurs contradictoires, une sorte d'intellectuel plutôt radin, qui passait aussi pour un chaud lapin, mais n'avait jamais quitté sa femme. En arrivant au foyer, une image frappa l'esprit de Volo. Kazdan était une bombe à fragmentation, un ensemble d'éclats composés, toujours prêt à sauter. Si Doudouk n'avait jamais explosé, l'ensemble des fragments meurtriers aux quatre coins du décor, c'était grâce à son boulot de flic, qu'il avait toujours tenu entier, et debout. Volokhin ouvrait le portail sans sonner et se glissa dans le terrain vague, qui tenait le lieu du jardin au centre. Il s'installa dans une brouette, près du potager, sa planque habituelle pour se rouler un joint. Il statua sur son rival. Un partenaire potentiel avec qui il ne partageait aucun point commun, à l'exception d'un seul. Sa vocation de keuf, le principal, en somme. Au fond de sa brouette, sentant déjà le froid nocturne s'insinuer dans ses os, Volokhin ouvrit lentement avec un ongle une cravate dans sa longueur et répandit le tabac blond dans les deux feuilles, à rouler, collées ensemble. Le bruit du portail lui fit lever les yeux et stopper son geste. Volokhin resta bouche bée. Dans l'encadrement de la grille, approchait la bombe à fragmentation en personne. Lionel Kazdan avança d'un pas d'ours, mal léché, près couleur sable et crêché roulé autour du cou. Volo sourit. Il s'entendait à cette visite, mais pas si tôt. Fin du chapitre 14. Chapitre 15. Salut, dit Kazdan. Pas de réponse. C'est qui je suis, non? Silence. À la lueur d'une ampoule de la grille, Kazdan
pouvait détailler son visage, bien plus nettement que sur la photo. La première chose qui le frappa, c'était la beauté du mec. Sarkis n'avait pas menti. Le jeune homme, malgré ses cheveux collés de pluie et sa barbe de 3 jours, resplendissait. Des traits réguliers, des grands yeux clairs, sous des sourcils épais juste ce qu'il fallait pour ne pas ressembler à une fille, une bouche sensuelle, bien dessinée, qui évoquait les jeunes chanteurs de rock hérités de l'école grunge. « Tu es sans doute dans ta phase légumes, reprit-il. Mais je n'y crois pas, pas du tout. Volokin ne leva même pas un cil. Talons calés contre les parois de la brouette, il fixait un point lointain, indifférent à la bruine qui lui poissait les mèches. L'Arménien posait son regard aux alentours. Les piquets étaient posés sur les tréteaux. Il opta pour les grands moyens. En un seul geste, il attrapa un des bâtons à 2 mains, façon sabre japonais, pivota et l'abattit violemment sur la tête du junkie. Tout ce qu'il avait réussi à faire, ce fut l'amorcer d'un mouvement. Volokin lui avait déjà bloqué les 2 bras en l'air de la main gauche. Quant à la droite, Kazan pouvait sentir la vibration du poing serré, arrêté à quelques millimètres de sa propre gorge. Un courant glacé lui descendit dans les chaussettes. La conviction qu'en un seul coup, le jeune rebelle aurait pu lui briser net, lui, ses 110 kilos et sa soi-disant puissance. Je vois que les réflexes reviennent. Volokin acquiesça d'un signe de la tête. Le tabac blond déposé dans une feuille à rouler dans les plis de sa veste n'avait pas bougé. Il valait mieux que les vôtres, papy. Kazan se recula. Se libérant de l'emprise, il bascula son sabre par terre. Je n'en doute pas, mon garçon, mais je préfère que tu laisses tomber les surnoms désobligeants. Il frappa dans ses mains. Si on passait aux présentations. Pas besoin, je me suis renseigné sur vous. C'est ce que je veux savoir. Que sais-tu sur moi? Lionel Kazdan, croisé arménien, prêt à défendre par tous les moyens la veuve et l'orphelin, les innocents, surtout s'ils viennent du pays. Pour le meurtre, comment t'as su? L'état-major, une copine placée Beauvau, fait la permanence, elle me fait les tuyaux qui m'intéressent. Depuis le début, Kazdan avait vu juste. Il voulait la jouer complice. Tu la sautes? Demande-t-il en faisant un clin d'œil. Non, Volokin acheva de rouler sa cigarette, sans doute un joint en devenir qu'il renonçait maintenant à épicer. Je ne suis pas comme vous, comme moi. On m'a dit que même un trou dans un mur, vous l'enfilerez. L'Arménien éprouvait un sentiment mitigé. Flatté qu'on puisse encore lui prêter cette réputation de talon, vexé pour la même raison. Cette légende qu'il avait soigneusement entretenue durant sa carrière en partie fausse, lui paraissait aujourd'hui vulgaire. Face à lui, ce jeune homme émassé, mal rasé, dégageait une forme de pureté bien plus séduisante. Passons. Tu as donc entre les mains le télétexte de Vernou. Par mail? Oui. À quelle heure? Hier soir, 23h. Et ce matin, tu as appelé l'identité judiciaire? Arrêtez les questions, vous connaissez les réponses. C'est ce que je ne sais pas, c'est pourquoi cette affaire t'intéresse. Elle concerne les enfants. Elle concerne un enfant, un témoin. Tu me considères comme un spécialiste? Le russe lui lança un sourire. Une éclaboussure sensuelle du bout des lèvres qui devait faire craquer plusieurs étages de secrétaire à la préfecture de police. Kazdan, vous aussi vous connaissez mon pédigré. Alors, gagnons du temps. T'es un flic de la BPM, un obsédé des pédophiles, pas un spécialiste des crimes de sang, ni un psychologue chargé d'interroger les enfants impliqués dans cette affaire. Le russe alluma sa cigarette et la pointa vers Kazdan. Vous avez besoin de moi? Pour interroger les mômes? Pas seulement. Pour saisir les enjeux de cette affaire. Kazdan éclata de rire. Ne sois pas dur, comme moi une piste. Le jeune flic aspira une longue bouffée et lança un coup d'œil au vieux briscard. Ses yeux brillaient, d'un éclat cristallin sous la pluie qui redoublait. Des gouttes perlaient sur ses cils. Kazdan comprit. L'état de manque, l'apathie, la vulnérabilité du mec, en plein sevrage, tout cela, c'était du camouflage. Alors, sous l'épave, il y avait un génie, un soldat qui pouvait construire un partenaire de bloc. Les empreintes de basket, eh bien, ce ne sont pas celles d'un témoin. Non, ce sont celles d'un tueur. Les yeux clairs s'enfonçaient dans les pupilles de Kazdan. Le tueur est un môme? Le tueur est un môme, Kazdan. Un môme? Répéta-t-il. Mon hypothèse, c'est que Goetz était pédophile. Un des enfants de la chorale lui a réglé son compte. Voilà l'histoire. Une vengeance de gamin violé. Une conspiration de gosses. Fin du chapitre 15. Chapitre 16. Sur la route du retour, une phrase trottait dans sa tête. Une réplique fameuse de Rémy dans un film de Henri Decoing. Les inconnus dans la maison. Jouant le rôle d'un avocat alcoolique,
L'acteur lançait à la barre. Les enfants ne sont jamais coupables. Kasdan répéta à voix haute dans sa voiture, imitant l'accent méridional du comédien. Les enfants ne sont jamais coupables. En écho, et à cette réplique, il entendait celle du jeune loup. Le tueur est un môme. Absurde, choquant, stupide. En 40 ans de carrière, Kasdan n'avait jamais entendu parler d'un meurtre commis par un enfant, à part très rarement dans les pages des faits divers. Voilà où il en était. Il avait parcouru 50 bornes, perdu 3 heures de son temps pour entendre une connerie. Son opinion sur Volokin était faite. Le jeune russe était givré, un homme sous tension qui avait dû subir un traumatisme dans son enfance, en voyant partout des prédateurs pédophiles. Un poignet de main, un échange de numéros de téléphone, et Kasdan lui avait fait comprendre qu'il devait en rester là, se reposer dans son foyer, ne plus le gêner, lui, dans cette enquête. Il regarda sa montre. 21h. Dans moins de 30 minutes, il serait rentré chez lui, se concocterait un café bien chaud et se plongerait dans ses bouquins spécialisés. La piste politique sonnait la plus juste. Demain matin, il serait incalable sur l'histoire du Chili. Il parvenait sur le boulevard périphérique quand son portable sonna. Mendez, t'as du nouveau? Non. Oui. Les tests toxicos sont négatifs comme prévu, mais il y a autre chose. Le giste tout ça pur bruit. Un détail qui cloche. J'ai fini l'anave des cicatrices, celle de la verge notamment, je les ai observées au microscope. Et alors? Elles ne datent pas des années 70, pas du tout. Certaines contiennent même de l'hémosidérine, des traces de fer, c'est-à-dire de sang, ce qui signifie qu'elles viennent à peine de se refermer. Il aurait été torturé cette année? Pas torturé, non. À mon avis, c'est un truc plus glauque. Comme? Il s'est mutilé lui-même. Ses cicatrices sur le sexe sont carrément caractéristiques de certaines pratiques. Tu te garottes le membre pour provoquer tes sensations. La main conservait son silence. Mendes continua. Si tu savais ce qu'on voit parfois, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un morceau de phallus. Une tranche de bite, je te jure. Par la poste. Le morceau était... Selon toi, Goethe, ce serait un pervers? Un SM, ouais. C'est pas une certitude à 100%, mais j'imagine bien que le mec se taillait la tube. Kasdan songea à Nassir, le petit PD. Pouvait-il être son partenaire dans ces jeux malsains? Il se souvint de leurs pratiques, érotiques au fond du réservoir. Cela ouvrit notre piste. Le monde tordu des pervers et l'hypothèse d'un compagnon de jeu caché, sadique, assassin. C'est tout? Non, il y a un mystère de côté de la prothèse. Une prothèse? T'expliquais hier, Goethe avait subi une opération. Oui, j'y suis. Grâce au numéro de la prothèse, j'aurais dû retrouver son origine et le lieu d'opération. Et ce n'est pas le cas? Non. J'ai bien l'origine. L'objet a été fabriqué par un grand labo français. Mais impossible d'identifier la clinique ou l'hosto qui l'a acquis. La prothèse s'est volatilisée. Comment t'expliques ça? A priori, elle a été exportée, mais il y aurait une trace aux douanes. Or, il n'y a rien. Elle est sortie de France, mais n'a jamais franchi aucune contrée. Incompréhensible. Kasdan ne savait quoi penser de ce détail. Peut-être une somme bourde administrative? Pour l'heure, l'Arménien s'était intéressé par l'autre découverte, les possibles pratiques SM du Chilien. Kasdan remercia Mendes, encore une vérité qu'il possédait quelques heures avant vers nous, puis raccrocha. Sorti du périphérique, il se glissa dans la rue de la Chapelle et savourait la fluidité du trafic. D'ordinaire, cette artère était toujours bouchée. Il appréciait aussi la bienveillance, la vivacité du Paris nocturne sous la pluie. 40 ans à arpenter sa ville de nuit, et il ne s'en lasse pas. Nouveau coup de fil. Kasdan décrocha en attrapant la rue Marx d'Ormy. Monsieur Kasdan? C'est moi, dit-il sans reconnaître la voix. Je suis le père Santilas. Je dirige la paroisse Notre-Dame du Rosaire, dans le 14e arrondissement. Un des prêtres qu'il avait manqué aujourd'hui lors de sa visite aux églises. J'ai appris la nouvelle à propos de William Goetz. C'est terrible, incompréhensible. Qui vous l'a dit? Le père Sarkis. Il m'a laissé un message. Nous nous connaissons très bien. Vous êtes l'inspecteur chargé de l'enquête? Inspecteur? Pendant combien de siècles encore utiliserait-on ce terme complètement caduc? Ce n'est pas le moment de faire la fine gueule. C'est bien moi, répondit Kasdan. Que puis-je faire pour vous? Cherche des informations sur Goethe. Cherche à savoir qui il était. Le père déballa le portrait habituel, l'immigré modèle, passionné de musique,
par l'esprit de contradiction, Kazan lança. Vous saviez qu'il était homosexuel? Je m'en doutais, oui. Ça ne vous gênait pas. Pourquoi cela-t-il me gênerait? Vous n'avez pas l'air très... ouvert d'esprit, inspecteur. À votre avis, Goethe pouvait-il mener une vie cachée? Liée à son homosexualité, vous voulez dire? Ou à autre chose, des goûts pervers, des pratiques de détraqués. Kazdan s'attendait à une réplique offusquée, il poussait exprès le bouchon. Mais il n'eut droit qu'à silence, le prêtre semblait réfléchir. Vous avez remarqué quelque chose? Insista l'Arménien. Ce n'est pas ça. Qu'avez-vous à me dire? Ça n'a peut-être aucun rapport, mais nous avons eu un problème. Quel problème? Une disparition, au sein de notre chorale. Un enfant? Un enfant, oui, il y a 2 ans. Que s'est-il passé? Le choriste a disparu, c'est tout, du jour au lendemain, sans laisser de traces. Au début, on a pensé à une fugue. L'enquête a montré que le gamin avait préparé ses affaires, mais sa personnalité ne laissait pas prévoir une telle décision. Attendez, je me gare. Kazan était parvenu sous le métro aérien. Boulevard de la Chapelle, il se rangea à l'ombre des structures de fer, coupa le contact, sortit son carnet. Nom de gosse, souffla-t-il en décapuchant son feutre. Tanguy Wiesel. Il était juif? Non, catholique. Il est peut-être d'une origine juive, je ne sais pas. Son nom s'écrit avec un V. Quel âge avait-il? La voix se crispa. Vous en parlez au passé, rien ne dit qu'il est mort. Quel âge avait-il au moment des faits? 11 ans. Dans quelles circonstances a-t-il disparu? Après une répétition, il a quitté la paroisse, comme les autres enfants, le mardi soir à 18h. Il n'est jamais rentré chez lui. Quelle date exactement? Au début de l'année scolaire, octobre 2004. Il y a eu une enquête? Bien sûr, mais cela n'a rien donné. Vous vous souvenez du nom de la brigade qui s'en est occupée de l'affaire? Non. Le nom de l'enquêteur? Non. La BPM, ça ne vous dit rien? Non. Pourquoi vous me parlez spontanément de ces histoires? William Goetz a été supposé? Bien sûr que non. Qu'allez-vous chercher? Il a été interrogé? Nous avons toujours été témoins. Nous avons tous été interrogés. Bref silence. Kazan sentait l'imminence d'une révélation. Mon père, si vous savez quelque chose, c'est le moment d'en parler. Il n'y a rien de plus à dire. William était simplement la dernière personne à avoir vu Tanguy ce soir-là. L'homme reculait, l'Arménien poursuivit. Parce qu'il dirigeait la chorale? Pas seulement. Quand William finissait sa répétition, il quittait lui aussi la paroisse. Il faisait donc un bout de route avec certains élèves. Les policiers lui ont demandé s'il avait accompagné Tanguy. Et alors, William Goetz a répondu par la négative. Il n'empruntait pas le même chemin. Quelle est l'adresse de l'enfant? C'est important pour votre enquête? Tout est important. Les Wiesel vivent dans le 14e arrondissement, au 56 rue Boulevard, près de la rue Daguerre. Kazdan nota et reprit. Tout ce que vous pouvez me dire sur Goetz? Oui. Et encore une fois, il n'a jamais été soupçonné de quoi que ce soit dans l'affaire Wiesel. Je regrette de vous en avoir parlé. Ne vous en faites pas, j'ai bien compris, je passerai vous voir demain. Pourquoi? Kazdan fait répondre, pour lire dans tes yeux que tu ne m'as pas dit. Mais il contentera de dire. Simple formalité. Une fois qu'il a eu raccroché, un frisson courut dans ses membres. La disparition du môme et le meurtre de Goetz avaient une chance d'entrer dans son rapport. Il rangea son carnet, son feutre, puis fixa un instant les hautes structures en arc du métro aérien. Il songea aux révélations de Mendes, le soupçon de perversité, et maintenant cette disparition d'enfant. Kazan se demanda si Goetz était si blanc que ça. Il luttait pour ne pas associer ces 3 termes, homosexuel, pervers, pédophile. Se pouvait-il que Volokin avait raison? Kazan se raisonna. La technique même du meurtre contradictoire contradisait la voix d'un enfant assassiné. La pointe utilisée, l'alliage inconnu, la partie visée du corps, les tympans, tout cela allait à l'encontre d'une vengeance de gamin. Kazdan enclencha une vitesse et reprit le boulevard de Rouchka. Les enfants ne sont jamais coupables. La réplique de Raymond sonnait creux maintenant. Elle n'apparaissait plus comme un axiome définitif. Fin du chapitre 16.
C'est parti pour un chapitre de plus. Chapitre 17. Cédric Volokin s'était fait beau. Costume noir, plus de la première jeunesse. Chemise blanche, en coton, trop épais, dont le col repiquait. Cravate sombre chiffonnée, du genre de celle que portent les enfants, dont le nœud factice dissimule un élastique sous le col. Le tout est englouti sous un lourd treillis kaki. Il y avait dans ce loup quelque chose de touchant, de maladroit, de naïf, sans compter les baskets qui ne cadraient pas avec l'effort d'ensemble. Justement, des Converse. Kazdan perçut dans ce détail la preuve matérielle de la proximité de Volokin avec les gamins de la cathédrale. Le Russe attentait le long de la grille de col des Turquies, tel un stopper. Dès qu'il vit la Volvo de Kazdan s'approcher, il attrapa son sac et courut dans sa direction. « Alors papy, on a changé d'avis ?» Kazdan l'avait appelé de la première heure pour l'avertir qu'il passerait le prendre sur le coup de 10 heures. Le deal était simple. Une journée pour interroger à nouveau les enfants et prouver d'une manière quelconque que son hypothèse était la bonne. Parallèlement, il avait contacté Gretzky, le patron de la BPM, pour le prévenir qu'il sortait le gamin du frigo. En stage. Le commissaire avait eu l'air plutôt étonné mais n'avait pas posé de questions. Monte. Volokin contourna la voiture. Kazdan remarqua que son sac était une gibière de l'armée. Un de ces sacoches des soldats de la guerre 14-18, portés en bandoulière pour trimballer leurs grenades. Le Russe s'installa. L'arménien démarra. Les premiers kilomètres filèrent en silence. Au bout d'une dizaine de minutes, le genou reprit son manège de la veille. Feuilles à rouler, tabac blanc. Qu'est-ce que tu fais ? À votre avis, c'est le directeur du centre qui nous donne le shit ? Il prétend qu'il est bio. Dans le réfectoire, un panneau prévient « Vive le chanvre, où est le genre ?» On t'a jamais dit que c'était un mauvais pour les neurones ? Volokin passa sa langue sur la partie adhésive du papier à cigarette et colla 2 feuilles. Là d'où je viens, c'est un moindre mal. Kazdan sourit. Au Cameroun, on dirait « Une balle dans le cul, ça vaut mieux qu'une balle dans le cœur ». Exactement. Le Cameroun, c'était comment ? Loin. De la France ? Et d'aujourd'hui. Parfois, j'ai même du mal à croire que j'y suis allé. J'ignorais qu'il y avait ce genre de guerre là-bas. T'es pas le seul, et c'est tant mieux. Volokin sortait avec précaution une barrette de cannabis de son emballage d'aluminium. À l'aide d'un briquet, il brûla l'un des angles et l'imita au-dessus du tabac. L'odeur ensorcelante de la drogue se répandit dans la voiture. Kazdan ouvrit sa vitre en se disant que la journée prenait déjà une tournure étrange. Il décida d'entrer dans le vif du sujet. Tanguy Viessel, comment t'étais au courant ? Qui ? Tanguy Viessel, le môme disparu de la chorale de Notre-Dame du Rosaire. Quel môme, quelle chorale ? Kazdan lança un bref regard à Volokin. Il était en train d'en coller son joint. Je ne savais pas. Je le jure, votre honneur, répondit-il en levant son joint la main droite. Kazdan rétrograda et glissa sur la voie d'accès de l'autoroute. Durant la nuit, il avait identifié le groupe d'enquête en charge de la disparition du petit Tanguy. 2 gars de la 3e DPJ, avenue du Maine. Et non, la BPM. Après tout, le boss n'était peut-être pas au jus. Il se fendit d'une explication sommaire. Un gosse disparu 2 ans, il appartenait à une des chorales qui dirigeait Goetz, Notre-Dame du Rosaire. Je savais même pas que Goetz dirigeait plusieurs. Quelles sont les circonstances de la disparition ? Le môme a quitté sa paroisse et n'est jamais rentré chez lui. Il a peut-être fugué. Il semble avoir préparé un sac, en effet. L'enquête n'a donné raison. Tanguy Viessel s'est évaporé. Cela pourrait confirmer mon hypothèse de pédophilie, mais il ne vaut pas s'emballer. T'as raison, parce que rien ne dit que Goetz est dans le coup. Absolument rien. Volokin alluma son cône. L'odeur du hashish redoubla dans la voiture. Kazdan avait toujours aimé ce parfum. Il lui rappelait l'Afrique. Il nota le contraste entre l'odeur exotique, chaleureuse, et l'absolue désolation de la vue. Champ noir, pavillon sale, zone commerciale aux couleurs criardes. Je passais la nuit sur différents chiffres, reprit-il, pour savoir si Goetz avait des antécédents. Je n'ai rien trouvé. Il fit claquer l'ongle de son pouce sous ses dents. Pas ça, j'ai épluché le fijaille. J'ai consulté les archives de la brigade, la BPM, j'ai gratté du côté de l'OCRE, jamais au CRVA. Jamais le nom de Goetz n'a paru où que ce soit, le mec est blanc comme neige. Volokin souffla lentement la fumée de ses narines. Si vous êtes venu me chercher, c'est que vous n'êtes pas si sûr. Tirez une nouvelle taf, longue et appliquée.
D'ailleurs, dans le domaine des pointes, il faut se méfier des fichiers. J'ai connu pas mal de pédos qui avaient réussi à te passer entre les mailles du filet durant des années. Le pédo est un animal extrêmement dangereux, et méfiant, et malin. Certainement, pas un de ces malfrats abrutis auxquels vous êtes habitués. Il se méfie non seulement des flics, mais aussi de tout, et même de Dieu. Il est à rebours du monde, il sait qu'il est un monstre, que personne ne le comprend. Qu'en prison, les autres voyous lui feront la peau, ça donne des ailes pour devenir invisible. Kazdan haussa une épaule et continua à s'en exposer. Je n'ai rien trouvé de plus sur Nassir. Qui? Le minier de Goethe. Vous savez au moins que le Chilien était pédé? Non. La main soupira. Nassir est un Mauricien d'une vingtaine d'années d'origine indienne. Il était marié avec Goethe depuis quelques années, tapiné en douce. Je suis d'ailleurs étonné de ne pas avoir dégoté un dossier sur lui à la BPM. À mon avis, ce mec s'est déjà fait ramasser. Place Dauphine, dans le Marais ou sur les extérieurs. Et il était mineur. Je savais pas tout ça. Il avait pas l'air de savoir grand chose en effet. Kazdan ne le disait pas, mais cette ignorance même renforçait son admiration. Sans le moindre élément, le gamin avait peut-être vu juste à propos de Goethe. Le russe lui proposait le joint. L'arménien refusa d'un signe de la tête. Vous ne dites pas tout, rétorqua le jeune fille. Quand je vous ai parlé, dans ma théorie d'hier, celle du Goethe pédophile et d'un enfant vengeur, vous m'avez pris pour un fou. Aujourd'hui, vous venez me chercher. Entre-temps, vous avez fait une découverte sur Goethe et tes PD. Et aussi qu'un gamin a disparu, mais il y a autre chose, j'en suis sûr. C'est vrai, admit Kazdan. La légiste m'a appelé hier soir. Goethe porte des cicatrices sur le cou, notamment sur la verge. J'ai donc cru qu'il s'agissait de souvenirs du Chilien de Pinochet. Mais ces blessures sont toutes fraîches. Goethe a l'air de se mutiler lui-même, à moins que ce soit son minou qui travaille le sgeg. Je vous vois venir, vous parlez allègrement de pédéa pervers, et là, à penser qu'il aimait les petits garçons? T'es pas d'accord? Non, vous parlez de trois choses complètement différentes. Un PD ne fait pas un pédophile, ok, mais Goethe commençait à avoir un profil vraiment tordu, non? Et son petit mec, là, Nassir, ne me parlez pas franchement du collier non plus. Une pute mal habituée à satisfaire les désirs des plus bizarres. Porte de la chapelle, les voies d'autoroute se croisèrent, se chevauchèrent, s'enchevêtraient comme une végétation inexplicable. Des bouches noires, des tunnels s'ouvraient à la manière de gueules terrifiantes. Il fallait passer l'épreuve des ténèbres pour accéder à la cité. Volokin se roula un nouveau joint. Kazdan se demandait s'il allait tenir le rythme. Le bruissement du papier, l'odeur du shit se mêlaient à ce vacarme des klaxons et des moteurs de dehors. Il s'engagea sur le boulevard périphérique, direction Porte de Bercy. Le russe passa encore sa langue sur les feuilles et déclara: Jonquarte sur table, vous avez besoin de moi? J'ai besoin de vous. J'ai l'expérience que vous n'avez pas dans le domaine des enfants, et disons que vous possédez une autorité que je ne posséderai jamais. Pourtant, nous restons deux flics à la marche, totalement illégitimes. Même si je crois même qu'on se fait de la... Même si je crois qu'on peut se faire le salopard, on peut aussi totalement passer à côté de l'affaire, vu notre manque de moyens. Et alors? Alors rien, dans tous les cas, nous aurons appris l'un de l'autre. Notamment stage, vous et moi. Kazdan ouvrit la boîte à gants sans lâcher d'une main son volant. Pour toi. Tenant son pétard avec deux doigts, Volokin plongea sa main gauche dans la boîte. Il ressortit un Glock 19, compact, polymère en acier, avec chargeur et 15 balles. Kazdan observait l'expression du même, neutre. Vous n'êtes pas un peu trop, non? Kazdan sentait lui-même le poids de son arme. Un P226, 9 mm, para de marque Siège-Sort, qu'il avait exhumé de son coffre le matin même. Être prêt pour le pire, première règle de stage. Sans lâcher son joint, Volokin glissa le flingue dans sa ceinture, après avoir vérifié sa sécurité, puis il alluma tranquillement son cône. Le port d'une arme ne semblait lui faire ni chaud ni froid. Quelles sont les autres règles? Hormis pour les mômes, c'est moi qui interroge, toujours, et c'est toi qui présente l'équipe. J'ai au fond de ma poche une vieille carte, qui fait encore illusion. Même si je n'ai pas la bonne, peut-être pour témoigner d'enfant, j'ai encore la bonne gueule pour impressionner les adultes. Je vous crois. Au premier bloc, je te ramène à ton asile. Un mot de travers, une crise de manque ou je sais que connerie là, et je te retourne à la case départ, ok? Pas de problème. Et je parle pas de clope. Je suis clean, Kazdan. Tous les criminels que j'ai connus étaient innocents. Tous les junks étaient clean. Si jamais j'ai le moindre soupçon qui
que tu réprimandes au truc dans la journée, je t'explique direct ta dinde froide. Mais avant, j'aurais explosé ta gueule. Capiche? Volokin cracha une bouffée en souriant. C'est bon de se sentir materné. Et vers nous? Vers nous, je m'en charge. Volokin ricana, trop fort. Les effets du shit. À nous deux, je suis sûr qu'on va faire un feat potable. Kazan avait la tête qui tournait. Il se demanda s'ils n'avaient pas mené leur enquête perpétuellement envapée. Pour contrer son vertige, il prit sa voix d'un instructeur militaire. Pas de question? Non. Pas de ton côté? Non, c'est ce qui fait ma force. Volokin balayait la geste de fumée qui déployait devant ses yeux et observa les panneaux au-dessus de la voie. Kazan venait de prendre la sortie, porte de Vichy. On va où là? On reprend l'enquête à 0. Tu as interrogé le môme de la cathédrale, les uns après les autres. On va vérifier ton fameux pouvoir. Si un des gosses est assassin, comme tu le penses, tu n'auras aucun mal à le démasquer. Il y a école aujourd'hui, non? Exactement. On doit se taper chaque collège. J'ai la liste. J'ai bien fait de mettre ma cravate. T'as raison. J'espère 5 langues vers nous ne s'est pas encore manifesté. Non, sinon, tout est foutu. Fin du chapitre 17. Et la question subsiste toujours. Un chapitre de plus? Ou pas? Nous allons en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir écouté ou d'être passé sur le live. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour follow la chaîne et essayer de découvrir les lectures en live. Peut-être que cela peut vous aider, vous apaiser. Dans tous les cas, les rediffusions iront toujours sur YouTube. Merci beaucoup, passez une agréable nuit et au prochain épisode.